Edgar Morin, um dos mais importantes pensadores contemporâneos, diz que a Europa é hoje um esqueleto vivo dominado por interesses económicos. Em entrevista à RTP, num Página 2 especial, este sociólogo francês defende que os movimentos de rebelião em diferentes geografias são um sintoma da crise criada pelo neoliberalismo. Para Edgar Morin, um dos maiores perigos do século XXI é a destruição do planeta. É um dos maiores pensadores contemporâneos. Sociólogo, filósofo, é o arquiteto do pensamento complexo. Gosta de apresentar-se como um pensador transdisciplinar e indisciplinado. Com mais de 30 obras publicadas aos 98 anos, desdobra-se em conferências e acaba de lançar um livro de memórias. Edgar Morin é o convidado do Página 2. Edgar Morin, merci d'avoir accepté de partager avec nous vos pensées. Je commencerai pour demander quels sont les périls du XXIe siècle. Les défis sont à la fois un et multiples. Pourquoi? Parce que la multiplicité, c'est d'abord le défi écologique, la dégradation de la planète, qui n'est pas seulement celle de la déforestation, de la perte de la biodiversité, mais qui est à l'intérieur de nos vies, de nos sociétés, les pollutions urbaines, la dégradation des sols avec l'agriculture industrialisée, la consommation qui devient de moins en moins savoureuse parce que les produits sont soumis à des pesticides. Enfin, vous avez le problème, disons, de cette terre et qui en plus est menacée par un réchauffement climatique, des inondations, des problèmes multiples. Vous avez une économie mondialisée qui n'est pas régulée et cette économie, elle est animée par une soif incontrôlée de profit. Et dans cette soif incontrôlée, il y a effectivement des îlots de prospérité qui se font dans certaines classes sociales. Et vous avez aussi une augmentation de la pauvreté en même temps que celle de la richesse. Autrement dit, la richesse extrême des riches s'élève et la pauvreté s'accroît. Vous avez le fait que le processus de la mondialisation est animé par des moteurs sciences, techniques, économie, qui ne sont absolument pas contrôlés. Vous avez le défi que notre façon de penser la réalité est une pensée qui est morcelée, coupée en morceaux et incapable de comprendre la relation entre tous les phénomènes qui s'intriguent les uns les autres dans la mondialisation, qui sont économiques, politiques, religieux, sociaux, psychologiques, etc. Donc, si vous voulez, crise de la pensée, crise de notre civilisation qui développe des caractères de plus en plus négatifs au détriment de ses caractères positifs. Crise de l'humanité, si vous voulez. Et dans le fond, ce qui fait l'unité de toute cette crise, c'est que le destin de l'humanité est désormais très incertain et très menacé. C'est le défi central. J'ajoute à ça que dans ce processus, nous voyons se développer deux barbaries. Une barbarie qui vient du fond de l'histoire humaine et qui se déchaîne dans les guerres et dans les dominations. C'est le mépris, c'est la mort, c'est l'humiliation, c'est parfois la servitude. Or, cette barbarie, elle revient pas seulement autour de nous, mais parfois à l'intérieur de nous sous une forme un peu atténuée. C'est la peur de l'étranger, c'est le mépris du migrant, c'est la crainte qui provoque la refermeture mentale au lieu de favoriser une conscience commune du genre humain soumis au même péril. Et vous avez une autre barbarie qui vient de notre civilisation, qui est fondée uniquement sur le calcul, comme si le calcul pouvait comprendre le sentiment, l'amour, la tendresse, la pitié, la souffrance. Et cette barbarie, elle tente à nous instrumenter comme des objets du calcul. On ne voit que le PIB,
on ne voit que le taux de croissance, on ne voit que les sondages d'opinion, on ne voit que les statistiques. Et donc, là aussi, c'est le déchaînement du profit économique qui va dans le même sens de cette barbarie. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a toujours eu dans l'histoire humaine des dangers, des périls, mais ils étaient multipliés. Là, nous avons un péril d'ensemble pour toute l'humanité. Et la démocratie est-elle en crise aussi? Justement, vous faites bien de me le dire, parce que j'avais oublié ce point essentiel. Partout, la démocratie est en crise. Pourquoi? D'abord parce que la démocratie, elle vit de conflits d'idées qui sont régulés, évidemment, dans des formes de discussion parlementaire. Or, aujourd'hui, les conflits ne sont pas d'idées, sont beaucoup plus des conflits de personnes. D'autre part, les pensées politiques se sont vidées de tout contenu. Il y avait une pensée politique qui animait la gauche, les socialistes, les communistes, qui était l'héritage de la pensée de Marx. Tout ça est désintégré. Vous avez à droite une position qui était réactionnaire, mais la réaction elle-même n'a plus de sens. C'est la pensée au jour le jour, au profit évidemment des dominants et des riches. Donc, si vous voulez, crise de la pensée politique. Et là-dessus, développement des corruptions au sein des démocraties. De plus en plus, des lobbies colonisent les ministères, les parlements, et cette corruption est de plus en plus sensible à l'opinion. Donc, dans cette crise de la démocratie, vous avez effectivement le résultat en est le surgissement de systèmes néo-autoritaires, parfois avec une façade démocratique, comme vous l'avez eu en Russie, vous l'avez en Turquie, vous commencez à l'avoir en Hongrie, vous commencez à l'avoir en Pologne, elle menace l'Europe, elle menace même la France. Pour le moment, heureusement, le Portugal est épargné. Mais donc, vous avez ce problème. Et dans le monde, vous voyez bien l'apparition du président Trump aux États-Unis, celle de président Bolsonaro au Brésil. Vous voyez aussi les signes d'une démocratie qui a perdu ses fondements. Et autre phénomène très intéressant, c'est que ces multiples révoltes que nous voyons aujourd'hui dans le monde, que nous voyons au Chili, nous le voyons en Équateur, nous le voyons au Liban, nous le voyons en Algérie, nous le voyons dans des pays de régimes tout à fait différents. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces révoltes? C'est qu'on a installé dans le monde, depuis les années 1980, c'est-à-dire depuis 30 ans, un système qu'on appelle néolibéral, qui est un système qui est fondé sur des économies massives au détriment des populations ou des travailleurs et au profit uniquement d'une élite financière économique. Donc c'est ce système économique aussi qui est en crise, mais malheureusement les solutions ne sont pas apparues. Vous voyez des révoltes partout, mais elles n'ont pas une pensée qui indique « voilà la nouvelle voie ». Et la tragédie, bien que vous avez des révoltes très compréhensives, mais qui ne vont pas pouvoir se traduire par la découverte et la mise en mouvement vers un nouveau type d'économie et de société. Donc c'est pour ça que nous sommes dans une période dangereuse. Mais moi je ne suis pas pessimiste ni optimiste. Ce sont des constats. Mais je constate dans ma vie que souvent l'improbable arrive de façon bénéfique. C'est déjà arrivé pour nous Européens en 1941, en fin 1941, quand l'Allemagne semblait dominer l'Europe pour des dizaines et des dizaines d'années, et que brusquement Moscou a résisté et que l'Amérique est entrée en guerre. Donc vous savez, l'histoire, le futur est incertain. Et d'ailleurs, c'est cette incertitude qui crée une vaste angoisse, une peur, et qui crée des phénomènes régressifs
au lieu de nous donner la conscience de notre communauté de destin à tous les humains que nous sommes. Vous défendez des oasis de résistance. Les mouvements des Gilets jaunes sont un oasis? Non, les mouvements des Gilets jaunes, ça a été une première expression en France d'un phénomène qui a pris d'autres formes dans d'autres pays, qui était une sorte de révolte contre la situation actuelle et qui traduisait des souffrances, qui traduisait des angoisses. Et ce mouvement des Gilets jaunes est la forme française singulière qui a précédé les autres mouvements qu'on trouve dans les autres pays. Et ce mouvement est très intéressant à étudier parce que c'est un mouvement de caractère spontané anarchique, c'est-à-dire sans structure, sans leader, et qui, malgré cette faiblesse d'organisation, a réussi à durer 1 an et commence et continue à reprendre maintenant parce que les problèmes sont restés les mêmes et n'ont eu que des pseudo-solutions superficielles qui consistent à donner un peu d'argent ici et un peu d'argent là. Donc les Gilets jaunes, ce qui est intéressant, c'est un mouvement infrapolitique, suprapolitique parce qu'il est moral, et en même temps qui essaye d'être un peu politique mais qui n'y arrive pas. Et donc, si vous voulez, lui aussi, c'est un indicateur de ce grand malaise, de cette crise formidable de nos démocraties et de nos sociétés. Croyez-vous encore au projet européen? Alors, vous savez, l'Europe était un beau projet qui était fondé sur une communauté de plus en plus étroite, politique, culturelle, et aussi économique. Or, si vous voulez, le développement économique a pris le dessus et l'Europe est restée un nain politique. Et il y a des forces centrifuges qui jouent en Europe. Les différents pays ne regardent pas du même côté. Vous avez aussi, l'Europe a été de plus en plus contrôlée par une bureaucratie abstraite à Bruxelles et par des intérêts financiers. Et à mon avis, la crise de l'Europe, elle commence en 1991 avec la guerre de Yougoslavie que l'Europe n'a pas su arrêter, n'a pas su empêcher et que même l'Allemagne et la France ont un peu favorisé. Donc la crise de l'Europe commence là et elle a trouvé son point culminant avec l'attitude à l'égard de la Grèce et à l'égard des migrants. Donc aujourd'hui, l'Europe est un squelette vide. Bien entendu, moi je suis pour sauvegarder ce squelette, mais je ne pense pas que dans les conditions actuelles, on puisse retrouver le grand projet culturel et humaniste qui était le projet initial. Et comment évaluez-vous le rôle des pays comme Portugal? Moi je crois beaucoup que le Portugal lui-même, il a su dans la tourmente générale lui-même garder un minimum de régulation politique et je pense que le Portugal peut jouer un rôle pour relier d'abord ensemble les pays européens du Sud. Je crois que si vous voulez que bien sûr l'Europe est multiple, mais on voit très bien que nous avons en commun Portugal, Espagne, Italie, Grèce, et nous avons quand même des problèmes fondamentaux communs et je dirais même des éléments culturels communs. Il faut développer la coopération de l'Europe du Sud et il faut aussi développer l'esprit méditerranéen parce qu'aujourd'hui, la Méditerranée est elle-même au cœur d'une crise terrible puisque vous avez eu les tragédies de Syrie, d'Irak, d'Égypte, vous voyez actuellement en Algérie. Donc aussi, il faut créer des ponts avec ce monde sud-méditerranéen et au maximum créer un esprit où les uns et les autres vont retrouver dans la Méditerranée une idée maternelle, matricielle. Car bien entendu, vous me direz que le Portugal est un pays atlantique, mais c'est un pays de culture totalement méditerranéenne. Et donc le Portugal peut jouer
un grand rôle dans cette lutte difficile que nous avons pour lutter contre ce qu'il y a de plus négatif dans la Méditerranée et retrouver une communauté d'entente. Votre nouvel ouvrage, Edgar Morin, témoigne de l'importance que revêtent pour vous les relations d'amitié. Y a-t-il des Portugais dans cette liste? Oui. Mais vous savez, c'est vrai que pour moi, l'amitié est une chose fondamentale de la vie. Peut-être aussi le fait que je suis un fils unique d'une mère qui est morte quand j'avais 10 ans. Donc j'éprouve un très grand besoin de ce lien si profond qui peut lier deux personnes, aussi bien du même sexe que de sexe opposé. Donc, si vous voulez, l'amitié me fait vivre. Et je dois dire que quand je pense au Portugal, ça a joué un rôle énorme pour moi. La première fois que je suis venu, en 1964, j'ai été invité par Alçada Batista, qui dirigeait une revue d'opposition au régime de Salazar, qui s'appelait Tempo Modo, et j'ai connu toute une équipe de jeunes gens auxquels je me suis profondément l'amitié, comme Helena Vaz da Silva, et comme d'autres qui formaient ce groupe qui aspirait à la liberté, qui aspirait à une autre vie. Et donc j'ai eu des amis profonds, le directeur de l'édition Europe-América, malheureusement décédé, est devenu aussi un grand ami. Je suis ami de du directeur de l'Institut Piaget, mais j'ai eu une amitié très profonde avec Mario Soares. Mario Soares que j'ai connu quand il était exilé en France, et qu'après, non seulement j'ai admiré le rôle pendant la révolution des œillets, mais que j'ai soutenu parce que il y a eu à ce moment-là ce qu'on appelait l'affaire Republica, qui était un journal indépendant qui aurait été menacé, qui a du reste été interdit par un groupe dominant dans la Révolution qui voulait la confisquer pour un pouvoir, disons, de démocratie populaire, du type communiste. Et à ce moment-là, il y a eu la résistance de Mario Soares et à Lisbonne de Otelo de Carvalho. Et moi, comme en France, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, j'ai pu faire un article dans l'hebdomadaire qui s'appelle L'Observateur sous le titre « La liberté est révolutionnaire ». Parce qu'au même moment, mon ami qui était le rédacteur en chef du Monde disait l'important, c'est de donner à manger au peuple, plus important que la liberté. Et moi j'ai dit, quand vous supprimez la liberté, vous ne donnez pas à manger pour autant au peuple. C'est-à-dire qu'en France, on ne comprenait pas bien. Et je crois qu'avec mon ami Jean Daniel, qui dirigeait l'hebdomadaire L'Observateur, nous avons pu jouer notre petit rôle de soutien à Mario Soares. Et pour moi, Mario Soares, c'est pas seulement celui qui est devenu et resté un grand ami, même quand il est devenu président de la République, que j'ai retrouvé souvent très affectueusement, c'est l'homme courageux qui, quand il était jeune, a fait de la prison, a fait de l'opposition, a été un résistant. Et moi, j'aime les gens qui sont des résistants. Comme vous. Quelle est votre force vitale? J'en sais rien, puisque elle me vient du plus profond de moi-même. Je crois qu'elle me pousse. Je crois que d'abord, c'est une curiosité omnivore que j'ai gardée de l'enfance. Si vous voulez, je ne suis pas devenu trop adulte, dans le sens où l'adulte rétrécit sa zone de curiosité. Moi, je m'intéresse à ce qui arrive, les astrophysiciens nous disent du cosmos. Je m'intéresse à tout ce qu'on découvre sur la vie, de ce que les sciences nous apportent, tout ce que l'actualité nous donne. Je m'intéresse aussi au football, je m'intéresse au rugby, je m'intéresse aux jeux. Donc, c'est une curiosité. Et puis, en plus, je sens en moi, si vous voulez, le sentiment que je suis un petit élément dans une aventure qui est l'aventure de l'humanité. Je sens très profondément mon lien avec tout ce qui est arrivé avec l'humanité, pour le pire, pour le meilleur.
avec toutes ces forces qui sont pour l'union, pour l'entente, pour la communion et contre toutes les forces de destruction, de mort et d'incompréhension. Donc ceci me donne une ardeur à vivre parce que d'un côté, j'ai la force de m'émerveiller devant les beautés de la vie et les beautés, pas seulement de la nature, mais que donnent les relations humaines quand on s'aime. Et ceci me donne la force de me révolter contre les injustices et les cruautés. Donc je pense que les forces de vie sont en moi et refoulent les angoisses de mort. Et c'est pour ça que je continue sans savoir exactement pourquoi. Je ne peux que vous remercier votre disponibilité. Edgar Morin, merci beaucoup. Muito obrigado a você. Edgar Morin, pensador e humanista